Araignée de soir, espoir. Je fume. Les yeux dans les angles de la fenêtre. Une araignée m'amène à considérer mon sort. Espoir, je me dis, sans savoir. De l'autre côté, sur la maison voisine, une colombe grise, assez foncée et assez grande. L'oracle ne me vient pas à l'esprit. Je la prends pour une colombe noire et je vois ma veuve. Sur le bif, j'ai tendance. Je prends un taf. Bon, une veuve que je ne connais pas encore, alors, une veuve de vieillesse, pour le dire pulsionnellement. L'araignée parade un peu. C'est elle qui donne l'espoir. Et je comprends vite son art. Elle semble tomber, vous la voyez tomber et sa chute s'arrête dans l'air. Elle est attachée par un fil, mais là où je veux en venir est à la continuité de l'espoir. Nul attachement à une clé de voûte, un principe fixe. Mais des petits WC de son abdomen au long de son parcours, sur nulle part, sur des plans. Sur des points dont la localisation est indiscernable jusqu'au moment de la chute. Les colombes grises symbolisent en aruspicie la femme mariée, la vie maritale. J'ai pensé à Klossowski, dont les réflexions portaient sur la condition maritale, amenée à l'élaboration artistique, donc à un jeu de transgression selon l'esthétique de son époque, marquée par les théories de bataille. Je me suis rendu compte qu'il y avait un trésor de culture duquel j'avais à peine un aperçu dans cette colombe grise. Puis, j'ai pensé à la partie ouverte de ma conversation avec un autre poète. Les guillemets ne concernent que moi. Il m'a lu les lignes de la main, mais à voix basse. Et je n'ai pas tout compris. Et ensuite, il m'a posé une question en apparence surréelle. Berthe et toi, vous êtes des oiseaux? Je l'ai encaissé comme une requête sur la stabilité de mon couple et susceptible, je ne l'ai pas laissé poursuivre. Oui, les perroquets, lui dis-je. Ah, c'est pas très honorable, le perroquet. Il dévoile les secrets. Il a une allure ridicule, me dit-il. Je remercie l'araignée. Je suis retombé tout de suite sur mes pattes. Non, mon ami, je dis ça parce que les perroquets ont plus de longévité, parfois, que certains hommes, et parce qu'ils sont une constante surprise de l'intelligence. La plaie se refermait, l'espoir noircissait le ciel et les jardins, les fils étaient là. Je pense même que c'était sur son cœur que j'avais ancré ces fils. Il eut des souvenirs d'un perroquet de la meilleure espèce, de la plus sophistiquée. Il avait donc lui aussi connu cet oiseau. Il me raconta que son possesseur est un musicien composé à la guitare face au perroquet. En fait, cet être qui a la plupart des fois la malchance, au contraire des colombes, d'être seul et prisonnier, l'aidait à composer. Il est une sorte d'eunuque cultivé, un idiot savant, docile et astucieux. L'on pourrait dire qu'ils s'inventaient la mélodie ensemble. Les perroquets prêtaient oreille aux premières
arpèges, et quand les musiciens hésitaient ou s'arrêtaient par la fatigue de la création, l'oiseau ancestral sifflait une suite qui venait fermer les passages musicaux, les compléter. Ce poète, avec son histoire, venait faire un geste semblable par rapport à mes inquiétudes. Après son regard sur les lignes de ma main, le début de toute création est fatal. L'on n'intellectualise qu'après coup, me dit parfois un autre ami artiste. La catharsis commence par nous blesser, par nous purifier. On se rend compte qu'on a perdu du sang quand on est déjà désinitié dans la création. Le perroquet de mon histoire à moi m'a donné une plume unique. Il a choisi la couleur rare et éclatante, celle du sang, et non le gris qui lui donnait la grande partie de son existence. Dès lors, doucement, l'on aurait pu voir tout cela dans les courtes plumes de sa tenue. Mais la douleur de son panache était un don surprenant, comme l'était l'intelligence qui me dépassait chez lui, un oiseau qui pourrait témoigner du passage de ma vie et qui a été généreux. Aristote est pour moi un chat, un père calme et consciencieux, indépendant et heureux, libre. Le perroquet auquel je m'identifie n'est pas le théoricien qui a écrit la poétique de la tragédie, Aristote d'abord, ensuite bien sûr Nietzsche ou Alterotto, mais le poète de Sophocle ou Euripide, tout comme le perroquet du musicien et son Orphée, des sauts d'araignées donnent de l'espoir, l'on est en santé, l'on tiendra la nuit, même si nos mains nous rappellent les chagrins, le lendemain, l'on s'en servira des doigts, chère araignée, et de la salive qui cristallise dans les fils d'un poème sans attache apparente, fruit d'un baiser en chemin, sur les plans, sur nulle part, sur les refuges des parcours des falaises. Critique de la raison dialectique, volume 1, Tuer le pitbull. Mercredi 14 juillet 2010. Je traverse le feu vert pour passant et me trouve au bord de la Seine. Les bouquinistes ont commencé à fermer leurs machins. Je dérobe le dernier regard, j'abandonne Colette, un livre sur les chats illustré. Il m'a semblé cher, compte tenu qu'il me faudrait rester les poches vides le reste du soir pour pouvoir l'offrir à ma copine. Et en fin de compte, elle payerait ainsi mon dîner et le sien. J'aperçois entre les finissants bouquinistes deux femmes. La première me ferme mon nez sans rayon Pléiade, je ne suis pas son type. La deuxième femme ferme si lentement que j'ai fini par me permettre de regarder minutieusement tout ce qu'elle a. Beaucoup de choses pourraient m'intéresser et je regarde nonobstant plus haut les beaux volumes blancs, déjà blancs cassés, de la bibliothèque de la NRF. Je sens son corps amoussé dans les couchers de soleil s'approcher suivre de près mes recherches. Elle n'est pas jeune, elle est ce qu'on appelle une femme mûre. Mais il se peut qu'elle fasse du yoga ou que la vie de bouquiniste exposée au ciel ouvert et à la rue lui plaise comme aventure. Elle a un port droit et élastique, un sourire de bon modèle. On devine encore sans défaut dans la courbe indienne
d'une ceinture mince et des hanches discrètement fécondes, remarquables. Tout en t-shirt et jean prolo, blonde, chignon. Je vous dis tout ça d'après coup, j'étais tombé sur le livre le moins lu de Jean-Paul Sartre. Premier volume, Critique de la raison dialectique, il coûte 25 €, tout comme le premier volume de El prolétariat d'un Apuros. Qu'on m'a offert récemment. Je sais que j'ai 20 € et pas plus dans ma poche de veste neuve et sans rides, mais que je pourrais négocier un rabais de 5 € sans problème avec un peu de sympathie. Nonobstant, je suis plus coquet qu'un simple négociateur de rabais. Je sors de mon pantalon ma petite poche à monnaie, je compte les pièces. Je pousse sans la regarder le flirt jusqu'à une artificielle et inquiétante ingénuité. Je fais comme si j'avais plus ou moins 18 ans depuis la semaine dernière. Je l'ai dans mes mains, je dis dommage que ce ne soit que le premier volume. La belle libraire m'a piégé doublement et pour toujours avec un gentil mensonge qui laissait comprendre un modeste manque de scrupules ou un défi à mon érudition. Elle m'a dit, oui, mais en fait il n'y a que le premier volume qui est sorti. Ayant consulté à la bibliothèque du Centre Pompidou cet ouvrage de Sartre, justement à l'époque où j'avais en fait 18 ans et depuis peu, je me suis souvenu que les volumes suivants existaient bel et bien. Ils étaient tous sur les rayons, comme peut-être les autres volumes du Prolétariat d'un Apuros doivent se suivre sur les mêmes rayons de la bibliothèque Kandinsky de ce même Centre Pompidou. Mes phrases sont longues, je n'ai pas encore croisé le pont, rejoint ma copine ou mon idée de texte. Je cite des auteurs lourds et alourdis mon histoire. Je lui dis que l'ouvrage a dû sortir en entier avant l'édition qu'elle m'offre. Nous nous reconnaissons, nous analysons les traits de nos visages proches, sans façon, sans un autre objet que les livres. Elle sait déjà que je ne vais pas l'acheter, que je sais qu'elle le sait. Je ne compte pas m'internisser sur son poste en train de fermer, mais je parle de comment ce livre a été l'objet d'une dure critique de la part de Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage. Je lui dis ça avec un geste. Il l'a achevé. Il a été même graphique. Je lui rappelle qu'il a même tourné en dérision l'intérêt de Sartre dans sa critique autour du football. Je lui dis ça. Maintenant, elle sait que je regrette de ne pas acheter les volumes, juste un peu, que je pourrais repasser. Ma copine m'attend aux Tuileries, au bassin. Lévi-Strauss avait objecté que le fait que notre perception de l'autre soit dialectique ne veut pas dire que le tout de l'autre soit dialectique. J'improvise le romantisme le plus idiot et le plus décourageant pour partir de chez cette belle femme et ne plus revenir dans mon bout de temps, je pense. C'est-à-dire, je fais mine de languir comme si j'avais plus de la soixantaine et je balance que ces livres-là, personne ne les lit aujourd'hui. Soupir communiste sous-entendu. Je ne me pose pas la question de chercher un titre moins cher, je viens d'oublier que tout est bon à emporter chez elle, comme dans la chanson de Brassens et l'île déserte. Je marche dans ma phrase le lâche que je suis. Au contraire, je pense en partant à ceux qui à 18 ans ou moins se sont fait emprisonner par Sarkozy suite aux révoltes de la banlieue ou bien envoyés en exil. Venant de décevoir un bouquiniste, j'ai encore le moral de me sentir jeune à 40 ans et proche des plus jeunes. Je pense ensuite à la révolte étudiante qui a suivi de près celle de la banlieue.
Les jeunes ont été traités comme des cons dans la deuxième révolte. Le désintérêt et la frivolité la plus totale de la part du monde de la culture pour ces étudiants s'exposant au risque de la violence policière de Sarkozy, et eux aussi, comme peu avant, les pauvres de la jacquerie des banlieues. Je pense ensuite à un vrai vieux communiste qui me méprise et qui peut penser tout fraternel avec les serveurs dans un restaurant de qualité que ces jeunes ne vont pas aller loin, qu'ils n'ont même pas lu le Capital. Enfin, je fais partie du lot, je n'ai pas plus directement lu Karl Marx, et je viens de laisser tomber un premier volume d'un ouvrage marxiste. Oui, c'est moi le jeune dont je parle quand j'ai dit ce livre-là, personne ne le lit aujourd'hui. Et je l'ignore, je suis piégé entre deux ponts. Deux idées, des textes surgissent marchant vers le Louvre, croisant les ponts. L'idée du suicide, l'idée que ce pouvoir mutant et cynique est un pitbull qu'il faut tuer. Monsieur, je veux demander une aide au suicide. Le suicide est difficile, c'est un acte unique, sauf si vous voulez de moi un coup de main pour plusieurs tentatives de suicide, ce qui m'est plus facile, mais en même temps encore difficile. Pourquoi ne voulez-vous pas que je vous fasse assassiner? Cela revient au même et reste héroïque. Et il ne me manque pas les raisons pour le faire, parce que c'est humiliant d'être tué, monsieur, et je m'oppose de toutes mes forces, vous n'aurez jamais une facilité pour ça de ma part. Je veux un suicide, mourir quand je le veux et à ma façon, et c'est ça qui m'amène à vous. Écoutez, vous refusez l'assassinat et les tentatives de suicide. Si je n'ai pas mal compris, pourquoi ne pas pratiquer plutôt l'autodestruction? C'est plus lent, mais ça permet de jouir. Toute la société va vous donner un coup de main. Ça marche aussi du côté légende. Non, monsieur, je veux un suicide en grande partie à cause des gens comme vous, et je veux l'acte unique. Je ne veux pas devenir esclave des produits de consommation pour s'autodétruire, et je le trouve aussi humiliant au fond que l'assassinat de tout à l'heure. Le suicide est pour moi comme si je tuais le pitbull qui allait me tuer. Nagez-vous dans la Seine, tout de suite, par exemple, comme Paul Celan. Mais Celan l'a déjà fait pour moi. Ça, je veux apporter de nouveau au domaine du suicide. Je suis original et créatif comme vous. J'avais pensé à dissoudre un rouge très toxique, le cinabre, dans de l'essence de tréventine et de le boire dans un verre en cristal. Ah, mais je n'ai pas envie d'avaler ça. Et le coma éthylique. Je sais que vous savez une bouteille de vodka. Je pourrais faire des folies. Vous voulez ça, monsieur? Je peux vous aider maintenant que j'y pense. Bien sûr, je le sais. Avec vous, je serai le suicidé de la société, comme dans le poème d'Antonin Artaud sur Vincent Van Gogh, où vous feriez de moi un Werther comme celui de Goethe en me proposant des amours impossibles. Mais vous savez, je ne veux pas que vous me donniez de telles quantités d'amour. Mon aide au suicide, c'était pour le vôtre. Je préférais vivre longtemps et en vous souhaitant le suicide. Mais à présent, je serai capable de vous tuer moi-même. Et d'une seule phrase, je crierai « tuez les pitbulls ». Et c'est presque onirique, je ne sais pas si les jeunes ou les vieux comprendront, mais celui qui lit dans mes pensées comprendra très vite. C'est ça qui compte.